Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio ACB et bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica. Aujourd'hui, un nouveau cours d'histoire sur les ondes, sur le 101.7 FM. Nous continuons le chapitre d'histoire sur la guerre froide avec aujourd'hui l'exemple de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide, 1945-1961, et puis la période 1963 qui voit de nouvelles crises, notamment la crise de Cuba, mais également des signes de détente. J'espère que vous recevez et vous arrivez à télécharger correctement les documents joints qui vous sont envoyés sur Pronote. Je pense notamment au tableau des 2 blocs qu'il fallait compléter, dont je vous enverrai un corrigé, et puis le début également de la carte de l'organisation du monde bipolaire, où vous pouviez faire les points 1 et 2 de cette carte. Peut-être avez-vous également regardé la vidéo, le lien vidéo que je vous avais proposé notamment sur la guerre de Corée. Une guerre de Corée où cette guerre dite froide a pris des tournures bien chaudes puisqu'on n'est pas passé loin d'un conflit nucléaire à l'époque. On va continuer sur le même principe que d'habitude. Vous avez normalement pu télécharger la fiche de travail que je vous ai envoyée hier et on va compléter cette fiche qui constituera votre cours d'histoire. Donc, grand B, l'exemple de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide 1945-1961. On peut prendre le document 1, page 98 de votre livre. Donc, ce document titre « La division de l'Allemagne et de Berlin en 1945 ». Vous voyez dans la partie gauche de votre document une carte de l'Allemagne et vous remarquez, on retrouve les 2 couleurs qu'on avait vues jusqu'à présent. Donc l'Allemagne est divisée en deux grandes zones, si vous voulez. D'un côté, on a une zone d'occupation qui va au camp occidental, c'est-à-dire à l'ouest, une zone d'occupation américaine en bleu foncé, britannique en bleu clair, et puis en bleu un petit peu plus clair, on a accordé à la France une zone d'occupation. Et on considère que la France a son mot à dire et gérée par le général de Gaulle, elle a affirmé pendant la guerre sa confiance dans les Alliés et a participé également à la reconquête du territoire. De façon opposée, dans la partie droite de la carte et en rouge, vous voyez une zone d'occupation soviétique cette fois-ci. Donc voilà ces 2 grandes zones d'occupation, mais il y a un problème avec la capitale de l'Allemagne. Berlin se situe à l'intérieur de la zone d'occupation soviétique, qui est d'ailleurs collée à sa zone d'influence, et le camp occidental, parmi les alliés, ont obtenu que cette capitale soit occupée par tous les vainqueurs, et que donc on reproduise les zones d'occupation à l'intérieur de la ville de Berlin. Donc c'est la petite vignette que vous avez dans la partie droite de votre document. C'est un zoom sur la ville de Berlin. On retrouve à gauche Berlin-Ouest avec les 3 zones d'occupation des alliés de l'Ouest, français, britanniques et américains. Et dans la partie droite de Berlin, en rouge un peu plus clair, Berlin-Est qui est occupé par les soviétiques et qui se retrouve dans la zone aussi d'occupation soviétique de la partie est de l'Allemagne. Voilà ce partage de l'Allemagne qui a été fait. L'Allemagne est vaincue, elle est occupée par les vainqueurs. C'est généralement la règle lorsque on est vaincu. Donc, on peut noter sur votre fiche, en 1945, l'Allemagne et Berlin sont divisés en plusieurs zones occupées, par les 4 grandes puissances. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS. Donc voilà cette situation de l'Allemagne à ce moment-là. Alors vous imaginez bien que Staline
Le dirigeant soviétique voit d'un très mauvais œil cette zone occidentale au milieu de sa zone d'occupation, à l'est. Et ça se complique lorsque les Occidentaux vont réunir leur zone d'occupation et montrer donc leur alliance. Il y aura également une volonté des Occidentaux de changer la monnaie en cours dans la zone occupée à l'ouest et de passer du Reichsmark au Deutschmark. Donc ça crée des tensions et Staline souhaiterait que les Occidentaux s'en aillent de Berlin-Ouest et donc il va bloquer les accès de Berlin-Ouest aux Occidentaux. Jusqu'à présent, ils pouvaient passer à travers la zone d'occupation soviétique par des voies terrestres, routières ou ferroviaires. Eh bien là, la frontière est fermée entre les deux parties allemandes, mais également tout autour de Berlin-Ouest, on ne peut plus rentrer. C'est une sorte de blocus, et d'ailleurs, ça va s'appeler le blocus de Berlin-Ouest, mené par les soviétiques. C'est une sorte de chantage que Staline impose aux Occidentaux. Finalement, regardez les liens vidéo que je vous ai envoyés, les Américains ne vont pas se démonter et puisque les liaisons aériennes sont toujours autorisées, ils vont organiser ce qu'on appelle un pont aérien, c'est-à-dire des rotations d'avions entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest pour amener à ces Allemands de Berlin-Ouest tout ce dont ils ont besoin, que ce soit farine, essence, papier, nourriture, etc. Donc c'est un balai incessant d'avions. Et finalement, comme le blocus de Berlin mené par les soviétiques ne mène à rien, le dirigeant soviétique, à l'époque c'est Khrouchtchev, laissera tomber cette affaire. Donc le blocus de Berlin sera un échec pour les soviétiques et les liaisons terrestres vers Berlin-Ouest seront rouvertes. On peut donc noter sur votre fiche, en 1948, Staline n'admet pas que les Occidentaux veuillent réunir leur zone d'occupation. Il organise le blocus de Berlin-Ouest. Le blocus de Berlin-Ouest, donc qui est la partie occidentale de Berlin, qui est un échec grâce au pont aérien américain. Grâce au pont aérien américain. De cette première crise de Berlin vont naître deux pays. Les zones d'occupation respectivement occidentales et orientales vont devenir des États. On peut donc noter sur votre fiche, et vous le voyez sur le document 1, page 98, à l'ouest vous avez marqué RFA et à l'est vous avez marqué RDA, avec une petite note de vocabulaire. Donc sur la fiche de cette crise naissent en 1949 deux Allemagnes, la RFA à l'ouest, RFA donc vous avez la signification dans le vocabulaire, République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, soutenue par le bloc occidental. Donc c'est une fédération de Länders, de régions. Et par ailleurs, la RDA, République démocratique allemande, RDA, à l'est, soutenue par le bloc soviétique. Attention avec l'acronyme République démocratique allemande, c'est de la poudre aux yeux, puisque ce régime-là, imposé par les soviétiques, n'est pas démocratique. C'est ce qu'ils appellent des républiques populaires également. On continue avec l'événement qui est souvent le plus connu par rapport à Berlin, c'est l'affaire du mur de Berlin, mais vous voyez que le mur n'est pas construit tout de suite. Pendant un peu moins de 20 ans, les communications sont ouvertes entre ces deux pays. Document 2, page 98, la construction du mur de Berlin 1961. En effet, en RDA, il y a un problème. Le niveau de vie est beaucoup plus faible qu'en Allemagne de l'Ouest, qu'en RFA. Il n'y a pas non plus de liberté démocratique. Pendant ces années-là, plus de 2 millions d'Allemands de l'Est vont fuir vers l'Ouest. Et face à cette hémorragie, on pourrait dire, eh bien, en 1961, afin d'éviter l'émigration des Allemands de l'Est vers l'Ouest, la RDA fait construire un mur isolant Berlin-Est et Berlin-Ouest.
vous pouvez noter, en 1961, la RDA fait construire un mur, c'est le mur de Berlin, isolant Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors, on ne peut plus donc se rendre de Berlin-Est à Berlin-Ouest, et vice-versa, et jusqu'à cette date-là, beaucoup de gens de Berlin-Est allaient à Berlin-Ouest, prenaient le train ensuite, et pouvaient se rendre en RFA. Donc là, d'une part, il y a un mur à Berlin-Ouest, on ne peut plus y aller, et évidemment, les frontières entre la RDA et la RFA sont également coupées. Ceci dit, les gens de Berlin-Ouest, pendant cette période, peuvent continuer à aller en RFA. Il n'y a pas de blocus pour eux. C'est juste empêcher les gens d'Allemagne de l'Est d'aller en Allemagne de l'Ouest. Alors cette situation, évidemment, aggrave les tensions entre les deux superpuissances des deux blocs, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS, et le président américain, John Fitzgerald Kennedy, va se rendre à Berlin, et il y a un discours qui est très célèbre, que vous avez, page 99. On va le lire, mais je vous ai envoyé également un lien vidéo où vous pourrez écouter Kennedy dire ce discours. Alors imaginez, c'est quand même très symbolique, puisque les Américains ont vaincu l'Allemagne nazie, et là, on a un président américain qui se rend à Berlin voir les Allemands, en ami, en tout cas les Allemands de l'Ouest. Donc, je vous lis le discours du président américain, document 3, page 99. Il ne manque pas de personnes au monde qui ne veulent pas comprendre ou qui prétendent ne pas vouloir comprendre quel est le litige entre le communisme et le monde libre. Qu'elles viennent donc à Berlin. D'autres prétendent que le communisme est l'arme de l'avenir, qu'ils viennent eux aussi à Berlin. C'est sur le ton ironique, évidemment, du genre « venez voir la situation à Berlin et vous verrez si c'est vrai ce que disent les soviétiques ». Je continue. Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, c'est-à-dire camp occidental, américain, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à l'histoire, mais encore une offense à l'humanité. Je termine. Tous les hommes libres, où qu'ils viennent, sont citoyens de cette ville de Berlin-Ouest. Et pour cette raison, en ma qualité d'homme libre, dit-il, je dis « Ich bin ein Berliner », qui signifie « je suis un Berlinois ». Donc, dans ce discours, évidemment, Kennedy fait fureur auprès des Allemands, puisque d'abord il parle allemand, lui l'américain, et puis il leur dit « je suis comme vous, je participe à votre communauté de destin et je vous soutiens, je suis un Berlinois de l'Ouest comme vous ». Voilà. Alors cette formule « je suis un Berlinois » a été reprise notamment avec « je suis Charlie » au moment des attentats contre le journal Charlie Hebdo. Alors la construction de ce mur de Berlin, pour les Berlinois, est une grande surprise, une surprise inattendue en tout cas. Et cette opération est appelée Muraille de Chine d'ailleurs par les responsables de la RDA. Elle a lieu dans la nuit du 12 au 13 août 1961, c'est un dimanche. Et les autorités est-allemandes postent 25 000 soldats et miliciens tout le long de la frontière est-ouest de Berlin. Et ils vont établir plus de 130 km de barbelés. Vous le verrez sur les vidéos. On construit dans la hâte des murs en béton, en parpaing. Parfois, les bâtiments se trouvent sur la ligne de séparation, donc on va murer les portes et les fenêtres. Des Berlinois arrivent quand même à s'échapper dans ces premiers moments de construction du mur. Vous le verrez sur les images. Et c'est considéré comme un nouveau mur de la honte à ce moment-là. Le mur va être érigé pendant 28 ans, on le verra dans la deuxième partie, puisqu'il va tomber en 1989. Pendant ces 28 années, 240 Allemands de l'Est se trouvent la mort en tentant de franchir le mur. On va donc terminer la trace écrite de ce grand B. Le président américain J.F.
Kennedy, avec 2 N, Kennedy, se rend à Berlin-Ouest et déclare « Ich bin ein Berliner » qui signifie « Je suis un Berlinois » en soutien aux Allemands de l'Ouest. Je suis un Berlinois en soutien aux Allemands de l'Ouest. Nous allons continuer maintenant le grand C de ce cours, 1963-1989, entre nouvelle crise et détente. On va commencer par une première crise qu'on peut appeler la crise de Cuba. Alors Cuba, si vous regardez le document 1, page 100, vous voyez, c'est une île qui se trouve au sud des États-Unis, au large de la Floride, capitale La Havane. Et le 1er janvier 1959, Fidel Castro, un révolutionnaire cubain, prend le pouvoir et renverse un dictateur pro-américain, le dictateur Batista. On va voir que 3 ans plus tard, eh bien, cette île sera au centre d'une crise importante avec un risque d'un affrontement nucléaire entre les 2 superpuissances. Alors, évidemment, la prise de pouvoir de Castro est condamnée par les Américains, puisque Castro est marxiste, communiste, d'autant que Castro se rapproche de l'Union soviétique avec la signature d'un traité commercial entre les 2 pays en 1960, qui prévoit un important achat de sucre et une aide économique. Le régime cubain va s'orienter vers une économie socialiste. Les entreprises américaines qui étaient sur place sont nationalisées. Il y a également un révolutionnaire qui va accompagner Fidel Castro, c'est Ernesto Che Guevara, le Che Guevara, qui deviendra une icône de ces révolutions communistes. Alors les Américains voient d'un très mauvais œil la mise en place de ce régime communiste à Cuba, d'autant que Cuba est à 150 km des côtes américaines, et donc ils vont monter une opération militaire de débarquement à Cuba. À cette époque-là, c'est Kennedy qui est président. Kennedy se laisse convaincre par les gens du FBI et de la CIA comme quoi la population cubaine serait favorable aux Américains. Finalement, ce débarquement est un échec. C'est le débarquement de la baie des Cochons et le régime communiste se maintient. Le rapprochement entre Cuba et les pays socialistes, notamment l'URSS, s'accompagne aussi d'une alliance militaire qui va remettre en cause d'ailleurs l'équilibre fragile entre les 2 grandes puissances. En effet, Fidel Castro demande aux soviétiques une aide militaire pour parer à une éventuelle attaque américaine. À l'été 1962, l'URSS répond positivement à cette demande et accorde à Cuba une aide en termes de techniciens et de matériel et décide d'installer des bases de missiles à Cuba. La surveillance par l'aviation américaine du territoire cubain révèle le 16 octobre 1962 la présence de ces rampes de lancement de missiles en construction sur l'île. Pour Kennedy, il s'agit d'une menace directe sur le territoire américain. De son côté, l'URSS a prévenu 1 mois auparavant que toute attaque dirigée contre Cuba déboucherait sur un conflit mondial. Le président américain n'a pas d'autre solution que de s'opposer vigoureusement à cette nouvelle menace. Face à l'installation de ces missiles soviétiques sur l'île de Cuba, on va lire la réaction du président Kennedy, document 2, page 100. C'est un discours qui à l'époque est une allocution télévisée. Je lis le texte. La réaction du président Kennedy. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Évidemment opprimée par le pouvoir socialiste. J'ai donné des instructions pour que soient mises immédiatement les mesures initiales suivantes. 2 points. Une stricte quarantaine, c'est-à-dire note numéro 1, le blocus, sera appliquée sur tout l'équipement militaire offensif à destination de Cuba. C'est-à-dire que les bateaux soviétiques qui se dirigent vers Cuba avec des armes à leur bord ne peuvent pas passer. Ils bloquent le passage. Je continue le texte. Les États-Unis auront pour politique de considérer tout lancement d'un engin nucléaire à partir de Cuba contre une nation quelconque du continent américain comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, attaque exigeant une riposte sur une grande échelle contre l'Union soviétique. Donc là, Kennedy fait référence
à l'envoi également de missiles à tête nucléaire contre l'URSS. Je continue. Conformément à la Charte des Nations Unies, nous demandons ce soir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Je fais appel à M. Khrouchtchev, donc le dirigeant soviétique de l'époque, afin qu'il mette fin à cette menace. Je lui demande d'abandonner cette politique de domination mondiale et de participer à un effort historique en vue de mettre fin à une périlleuse course aux armements et de transformer l'histoire de l'homme. Cette situation de tension est visible sur la carte 1, page 100. Vous voyez que les missiles installés à Cuba ont une portée pouvant atteindre des grandes villes américaines, Dallas, Atlanta, etc. Et puis vous voyez également le blocus américain avec un arc bleu cette fois-ci sur la carte qui empêche les navires soviétiques d'entrer à Cuba. Donc la situation est grave, on n'est pas loin d'une guerre atomique. Donc la balle est dans le camp de l'URSS à ce moment-là. Kennedy prend soin de demander quand même la position du camp occidental. Il reçoit par exemple le soutien immédiat des dirigeants européens, dont celui du général de Gaulle. Et les forces américaines sont en état d'alerte maximale, alors qu'un convoi de 24 navires soviétiques se dirige vers la Havane, capitale de Cuba. Le président soviétique Khrouchtchev mesure rapidement les risques d'une guerre et ouvre des négociations. On peut prendre le document 4, page 101, qui nous montre la réaction du dirigeant soviétique Khrouchtchev à l'ultimatum posé par les États-Unis. Je lis le document 4, page 101. Le président Kennedy, dans un ultimatum, exigea que nous retirions les fusées et les bombardiers amenés à Cuba. Je compris qu'il devenait urgent de reconsidérer notre position. Camarades, dis-je, il nous faut trouver un moyen de sortir de ce conflit sans nous humilier. En même temps, bien sûr, nous devons prendre garde à ne pas compromettre la situation de Cuba. Je continue. Une note fut envoyée aux Américains dans laquelle nous nous déclarions prêts à évacuer les fusées et les bombardiers si le président nous donnait l'assurance que Cuba ne ferait l'objet d'aucune invasion de la part des États-Unis ou de tout autre pays. Finalement, Kennedy céda et accepta de faire une déclaration dans laquelle il prenait cet engagement. Le président soviétique Khrouchtchev recule et s'engage à retirer les missiles de l'île à une condition, c'est que les États-Unis s'engagent à ne plus menacer Cuba d'une intervention. Et c'est ce qui sera fait dans l'avenir. Les Américains vont respecter leur engagement. Cuba est toujours officiellement une île communiste, et les Américains ne sont plus intervenus. Donc les soviétiques acceptent de retirer leurs missiles et l'administration Kennedy tire tout bénéfice de cette crise. En effet, la fermeté du président et la volonté de négocier accroissent l'autorité des États-Unis et du président Kennedy. On voit que la stratégie de dissuasion nucléaire, conduisant à ne pas recourir à l'arme atomique, vient de faire ses preuves et va maintenant dominer l'affrontement Est-Ouest dans les années suivantes. Alors, on va reprendre la trace écrite sur votre fiche. La première phrase est déjà inscrite chrono page 100. Au sud des États-Unis, l'île de Cuba est devenue communiste en 1959 suite à une révolution menée par Fidel Castro et le Che Guevara. Document 1, page 100. En 1962, les soviétiques tentent d'y installer des missiles. Des missiles. À la ligne, document 2, page 100 et 4, page 101, suite au blocus maritime américain, Kennedy obtient le retrait des missiles soviétiques, et s'engage à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de Cuba. Après la crise de Cuba, on va assister à une période où les tensions se relâchent, les tensions sont moins fortes entre les deux superpuissances, entre les deux blocs. Les premiers accords internationaux en matière nucléaire interviennent après la crise de Cuba, avec un traité en 1963, le traité de Moscou, qui interdit les essais atomiques atmosphériques, même à des fins pacifiques. Un peu plus tard, en 68,
il y a également un traité de non-prolifération des armes nucléaires qui est signé également. Et puis les signataires s'engagent à ne pas aider d'autres pays à se doter de l'arme. Les pays qui ne la possèdent pas, l'arme atomique, et qui ratifient le traité, s'engagent aussi à ne pas s'en doter. Des accords sont également signés entre les deux grands, car la course aux armements nucléaires pèse lourdement sur leur budget, sans compter évidemment les risques atomiques. Donc on peut noter sur votre feuille, après la crise de Cuba, les deux grands s'engagent dans une politique de détente et limitent leurs armements. Pour terminer cette leçon, il faut quand même évoquer plusieurs crises ou conflits locaux, et notamment ce qu'on appelle la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam a commencé en fait par la guerre d'Indochine. L'Indochine est une région d'Asie qui correspond globalement aujourd'hui au Vietnam, Cambodge, Laos. L'Indochine était une colonie française, et après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, les Français vont tenter de reprendre pied dans cette région, en tout cas dans la région du Vietnam. Le problème, c'est que c'est assez compliqué pour eux, puisqu'entre-temps, un mouvement communiste indépendantiste également s'est mis en place, dirigé par l'indépendantiste Ho Chi Minh. Cette situation tourne au conflit, avec une guerre ouverte entre 1950 et 1954, où la France va perdre contre les communistes et indépendantistes. Donc la France va se retirer en 1954 de la région, et ce sont les Américains qui finalement prennent le relais et vont continuer la guerre du Vietnam, entre un Vietnam du Nord communiste soutenu par la Chine et un Vietnam du Sud soutenu par les Américains. Donc vous pouvez noter sur votre fiche. Guerre du Vietnam entre le Vietnam du Nord communiste, Vietnam, V-I-E-T-N-A-M, du Nord communiste, soutenu par la Chine et indirectement l'URSS, et le Vietnam du Sud, soutenu par les Américains. Les Américains ne s'en sortiront pas mieux, puisqu'en 1975, ils doivent quitter les lieux et laisser le champ libre au gouvernement communiste. Enfin, on peut noter qu'en 1979-89, il y a une nouvelle crise, puisque l'URSS va envahir l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, vous n'avez pas de carte là non plus sur votre livre, mais l'Afghanistan constitue l'URSS une des voies d'accès vers le sud, et ça a déjà été un enjeu géostratégique au XIXe siècle, avec ce qu'on appelait à l'époque le grand jeu. L'URSS essaye d'avoir des accès vers les mers du sud. Cette invasion communiste en Afghanistan marque également une volonté de stopper l'influence des Occidentaux dans la région. Donc, il est noté sur votre fiche, invasion de l'Afghanistan par l'URSS, soutien américain à la résistance afghane à l'époque, et ce qui est assez surprenant, c'est que à l'époque, les Américains vont soutenir une faction afghane, en l'occurrence les talibans, contre l'invasion soviétique. Et ces mêmes talibans se retourneront quelques années plus tard contre les Américains. Enfin, il faut citer la crise des euromissiles en Europe, où soviétiques et américains installent des missiles. Donc il y a des négociations autour de la limitation de ces installations. Il y a des négociations ouvertes en 1973 à Genève sur la réduction des armements conventionnels en Europe centrale. Les deux camps ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le sens de la réduction des forces militaires. En effet, les soviétiques sont dotés d'effectifs et de matériel militaire plus importants, et ils refusent la proposition occidentale de réduire leurs armements pour arriver à un équilibre. Ils veulent garder la suprématie. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura mieux fait comprendre comment pouvait se manifester cette guerre froide à ce moment-là, à la fois dans le théâtre européen avec l'Allemagne et Berlin, mais également au niveau international avec des crises comme celle de Cuba. Ces deux exemples, Berlin et Cuba, sont ceux que vous devez retenir. La fin du cours est un peu plus détaillée et moins indispensable. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. En tout cas, je vous transmets le corrigé de ce cours. Vous avez également la ressource de la chaîne YouTube de la radio pour ceux qui veulent réécouter ce cours. Les émissions sont mises en ligne assez rapidement. Merci à tous
À la prochaine.